Des personnes disparaissent, des corps sont retrouvés dans des conditions horribles et des rapports font état d'une créature si terrifiante qu'elle a poussé les habitants d'un village d'Alaska à tout abandonner, laissant derrière eux une ville fantôme connue sous le nom de Portlock. Et aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi ce village a été abandonné, non pas 1 ou 2 fois, mais 4 fois distinctes. Contrairement à la plupart des villes fantômes aux États-Unis, Portlock a été colonisé par au moins 4 peuples différents au fil des siècles pour être abandonné dans des circonstances mystérieuses à chaque fois. Le premier témoignage connu de quelqu'un atteignant Portlock était un capitaine britannique nommé Nathaniel Portlock, ce qui résout le mystère de l'origine du nom de l'endroit. Portlock est arrivé en 1785 et a commencé à explorer une bande de terrain près de la baie et pratiquement partout, et c'est à ce moment-là qu'il a découvert quelque chose de troublant. Il découvrit de nombreux vestiges d'un village autochtone. Cela déconcerta l'équipage de Portlock, car la région regorgeait de gibier intact et il y avait suffisamment de poissons pour nourrir le village. Alors pourquoi les précédents habitants étaient-ils partis? Quelle que soit leur raison, le fait était que les Autochtones avaient laissé derrière eux une zone de choix et l'équipage de Portlock allait s'y installer. Du moins, le pensait-il. Bientôt, des membres de l'équipage ont commencé à tomber malades et ce n'était pas une maladie ordinaire. Elle était accompagnée de vagues de peur. Terrifié et affaibli par la maladie, l'équipage a commencé à supplier Portlock de partir. Portlock écouta ses hommes et quitta la région, qui finirait par porter son nom. Ce que Portlock ne savait pas, c'est que son équipage n'était pas le premier à atteindre cette baie. Juste 6 ans avant lui, des explorateurs espagnols avaient atteint la même bande de terre et avaient décidé de s'y installer. Eux aussi étaient tout aussi perplexes de constater que les Autochtones avaient abandonné une zone aussi favorable avec tant d'opportunités de chasse et de pêche. Mais tout comme l'équipage de Portlock, les explorateurs espagnols commencèrent eux aussi à se sentir malades. Certains moururent, et ceux qui survécurent vécurent dans la peur de ce qui avait chassé les Autochtones d'origine. Ils entendaient des cris horribles et lugubres provenant de la forêt. Les sons se rapprochaient lentement d'eux. Alors, un jour, les explorateurs espagnols décidèrent de plier bagages et de partir, tout comme les premiers colons. Et maintenant, 6 ans plus tard, le capitaine britannique Nathaniel Portlock avait pris une décision similaire. L'équipage de Portlock avait survécu à des climats plus froids et les explorateurs espagnols avaient vu des conditions plus rudes. Mais en ce qui concerne Portlock, ni les colons persistants, ni les explorateurs motivés ne purent rester longtemps. Alors, quelle était cette maladie spéciale qui arrivait par vagues de peur et finissait par pousser les 2 équipages à fuir une zone si propice? Une explication est l'infrason, qui est une fréquence de basse tonalité que certains mammifères produisent. Les humains ne peuvent pas l'entendre, mais peuvent en ressentir les effets. Cela peut provoquer des nausées, des vomissements et des vertiges, tous compatibles avec les symptômes ressentis par les hommes de Portlock. Mais les choses deviennent encore plus terrifiantes lorsque vous réalisez qui produit des infrasons. Des prédateurs comme les tigres sont connus pour produire des infrasons pour étourdir et désorienter leur proie. On pense que les cachalots utilisent également des fréquences sonores pour terrifier leur proie et les immobiliser avant de les chasser. Si les hommes de Portlock étaient effectivement malades à cause des infrasons, ils ont eu la chance de partir quand ils l'ont fait, car ceux qui sont venus après ont eu la malchance de découvrir que le prédateur de Portlock n'était pas un tigre, mais quelque chose de bien plus terrifiant. Pendant plus de 80 ans, Portlock est resté une ville fantôme. Puis, en 1867, une communauté de Sugpiaq nomades a installé un camp dans la baie de ce qui est aujourd'hui Portlock. Ils étaient reconnaissants pour toute la nourriture qu'ils pouvaient facilement obtenir dans la région, de nombreuses grosses palourdes et poissons faciles à attraper, des orignats que les autochtones avaient chassés pendant des milliers d'années. S'ils s'installaient là, ils ne manqueraient jamais de nourriture. Alors ils se sont installés et ont célébré. Mais pas pour longtemps. En moins d'1 mois, les colons Sugpiaq ont été attaqués. Mais les attaquants ne voulaient pas leurs poissons ni leur nourriture. Les attaquants les voulaient. Les Sugpiaq ont décrit les assaillants comme des géants cannibales qui ont commencé à attaquer leur village. Parfois, les raids se produisaient chaque nuit et les géants manifestaient une sauvagerie animale que les Sugpiaq n'avaient jamais rencontrée auparavant. Initialement, les Autochtones se sont battus pour garder leur nouvelle maison, mais les attaques continuaient.
Quand il y avait plus de gibier à chasser dans la forêt, les géants arrêtaient d'attaquer, mais juste au moment où les villageois pensaient que le danger était passé, les géants revenaient en quête de chair humaine. Quand il y avait moins d'animaux à chasser dans la forêt, les géants commençaient à attaquer le village plus fréquemment. Il n'est donc pas surprenant que les Sogpiak aient quitté le village, mais ils ont emporté avec eux des histoires de géants mangeurs d'hommes et de leurs raids horrifiants. Cela s'est produit en 1905, après quoi Portlock est resté abandonné jusqu'en 1921, quand une communauté nomade d'Alutiiq russes a essayé de s'installer dans la baie. Mais contrairement aux colons précédents, les Alutiiq ont apporté l'industrie du 20e siècle avec eux. Ils ont installé une conserverie pour traiter le saumon qui était abondant et facile à pêcher dans la région. Ils ont également construit un bureau de poste et une école avec d'autres institutions pour transformer Portlock en une ville du 20e siècle. Mais Portlock n'était pas une ville ordinaire. Les Alutiiq partageaient des ancêtres avec les Sugpiaq qui avaient fui la région il y a 16 ans, donc ils avaient entendu les histoires sur les raids de ce que les Sugpiaq appelaient le Nantinak. Selon certaines traductions, cela signifie mi-homme, mi-bête, et selon d'autres, Nantinak se traduit par une chose géante et poilue. Quoi que ce soit, les Alutiiq ne voulaient pas le rencontrer. Alors, ils ont rapidement mis en place des règles strictes en commençant par un couvre-feu la nuit. Ils avaient aussi des gardes armés pour protéger les écoles et la conserverie, et des gardes qui patrouillaient même dans les rues, ce qui est peut-être la raison pour laquelle la ville était assez sûre. Du moins au début. Ou peut-être était-elle sécurisée pour une autre raison. Les Alutiiq ne sortaient jamais dans le brouillard ou la forêt. Ils avaient entendu les histoires de ceux qui rôdaient dans la forêt et ne voulaient pas le déranger. Les jours de brouillard, ils pouvaient entendre le Nantinak rôder dans les rues de la ville, mais comme personne n'était dehors, ils partaient sans incident. Les règles ont aidé les Alutiiq à survivre dans une région où personne avant eux ne le pouvait, et la ville a prospéré sans incident pendant environ une décennie. Puis, quelque chose a ébranlé la ville de Portlock jusque dans ses fondations. En 1930, la communauté Alutiiq avait grandi et était plus prospère, alors ils ont commencé à devenir trop confiants. Ils ont baissé leur garde et sont devenus négligents avec leurs règles. Et juste un an plus tard, ils comprendraient pourquoi c'était une erreur. En 1931, un bûcheron nommé Andrew Kamluk est allé dans la forêt pour abattre un arbre. Auparavant, tout le travail de coupe de bois était limité au bord de la forêt, mais Kamluk était allé plus loin et lorsqu'il ne revint pas, ses amis formèrent une équipe de recherche et suivirent ses traces. Ils trouvèrent Kamluk, mais pas dans l'état qu'ils espéraient. La tête du bûcheron avait été enfoncée avec le traîneau de transport de bois qui était manifestement trop lourd pour être soulevé par un humain. Les chiens de Kamluk, qui avaient tiré le traîneau, furent retrouvés déchiquetés, et le traîneau lui-même semblait avoir été projeté loin de Kamluk et de ses chiens. Les amis de Kamluk étaient terrifiés, et à juste titre, parce qu'ils ne savaient même pas quoi penser de ce qu'ils avaient vu, et pendant un certain temps, personne ne savait quoi en faire jusqu'à ce qu'un jour fatidique. Un autre résident, Tom Larson, est allé couper du bois pour des pièges à poissons, et c'est là qu'il a vu une grande créature terrifiante et poilue sur la plage. Elle se tenait debout comme un humain, mais était trop grande et poilue pour en être un. Pour une raison étrange, Larson est rentré chez lui et est revenu avec un fusil. Il avait la créature dans son viseur, prêt à appuyer sur la gâchette. La créature se retourna et le fixa malgré son doigt sur la gâchette. Larson ne pouvait pas expliquer pourquoi il n'avait jamais tiré, mais son récit a aidé les autres à comprendre ce qui était arrivé à Kamluk. Les Alutiiq n'étaient pas surpris par l'existence d'un grand humanoïde, créature. Ce qui les préoccupait, c'était l'audace croissante de la créature. Non seulement elle s'aventurait à découvert, mais elle ciblait aussi les humains. Peu après la découverte du corps de Kamluk, d'autres résidents de Portlock ont commencé à disparaître. Il semblait que Kamluk avait agité quelque chose dans la forêt. Et maintenant, il était en quête de vengeance, ce qui n'est pas difficile à croire. Les tigres, les éléphants et même les corbeaux sont connus pour être vindicatifs. Un tigre aurait passé une année entière à empêcher un chasseur de chasser après qu'il ait volé la proie du tigre. Le tigre a détruit la plupart de ses pièges,
et rugissait pour faire fuir tous les animaux qui s'approchaient des pièges restants. Il semblait que le Nantinak avait un esprit vengeur semblable. D'abord, quelques chercheurs d'or ont disparu, mais les gens ont supposé qu'ils étaient en voyage de prospection prolongé. Puis, un groupe de chasseurs a disparu. Encore une fois, les gens ont pensé qu'il s'agissait d'un voyage de chasse prolongé, mais un schéma clair était en train d'émerger. Chaque disparition se rapprochait un peu plus de la ville. On aurait dit que quelque chose s'approchait des Alutiiq, mais les gens n'ont pas attribué les disparitions aux Nantinak, jusqu'à ce que des corps commencent à apparaître. Certains corps s'échouaient dans la baie avec des marques de griffes et de morsures. D'autres étaient déchiquetés au point d'être méconnaissables. Les Alutiiq étaient terrifiés et ont repris leurs règles originelles, mais rien ne pouvait arrêter la créature qui avait pris goût à la chair humaine. Bien que la plupart des Alutiiq aient commencé à attribuer les morts aux Nantinak, certains sceptiques supposaient encore que l'attaquant pourrait être un ours très intelligent. Puis, un jour, ils ont trouvé un corps qui convainquit même les Alutiiq les plus sceptiques de devenir de fervents croyants du Nantinak. Le corps semblait avoir été emporté par les pluies de printemps en descendant la montagne. Il était déchiré et démembré d'une manière qu'aucun ours n'était capable de faire. Les Alutiiq ont commencé à se montrer plus stricts quant aux sorties et ont posté davantage de gardes, mais rien ne pouvait arrêter la force de la nature qui enlevait et mutilait les habitants. Jusqu'à 3 douzaines de corps avaient été retrouvés le long des sentiers, des rivières et dans la baie, tous horriblement mutilés à tel point qu'ils étaient méconnaissables. Et beaucoup de corps ne furent jamais retrouvés. Des personnes disparaissaient et restaient portées disparues. Selon des rapports officiels, 15 personnes ont été portées disparues pendant cette période. Les Alutiiq ne sont pas d'accord et affirment que le nombre est bien plus élevé. Ils soulignent également que la manière dont les corps étaient mutilés ne ressemblait à rien que pourrait ou voudrait faire un ours ou un loup. À un moment donné, les ouvriers de la conserverie ont collectivement refusé de venir travailler. Ils disaient qu'ils avaient peur de ce qui rôdait dans les bois. On les a suppliés de revenir la saison suivante avec des promesses de protection 24 heures sur 24 par des gardes armés. Les Alutiiq ont fait de leur mieux pour continuer à vivre à Portlock, mais le nombre de morts n'a cessé d'augmenter. Finalement, ils sont partis, mais la manière dont ils sont partis était assez étrange. En 1950, presque du jour au lendemain, tout le monde sauf un employé de la poste a abandonné la ville. C'était comme s'ils essayaient de tromper un prédateur très intelligent. Un jour, les Alutiiq semblaient vaquer à leurs occupations et, le lendemain, ils étaient tous partis, mais ils ont laissé quelqu'un derrière. Un employé de la poste s'est pratiquement barricadé dans le bureau de poste de Portlock. Il a rapporté avoir entendu les sons d'une créature lourde marchant sur 2 jambes, errant dans les rues vides du village fraîchement abandonné. Heureusement pour lui, le bureau de poste a fermé et il a quitté Portlock aussi. En 1951, la population de Portlock était de 0. On pourrait penser que les histoires se termineraient. Quelle que soit la créature qui avait méchamment ciblé les Alutiiq retournerait à sa vie. Mais au lieu de cela, il semble que la créature avait développé un goût pour le sang humain. Environ 18 ans après l'abandon de Portlock, un chasseur s'est aventuré dans la forêt près de la ville fantôme. Il cherchait des chèvres sauvages, mais ce qu'il a trouvé lui causa des cauchemars pendant des années. Au début, il avait l'impression que quelqu'un le traquait. Il entendait des pas lents et des bruissements lointains. Mais ensuite, en l'espace de quelques secondes, les pas se sont accélérés. Il n'était pas juste suivi, il était poursuivi. Il a commencé à courir et n'a jamais regardé en arrière. La créature qui le poursuivait hurlait et faisait des sons horribles, et elle l'a suivi jusqu'à ce qu'il soit sorti de la forêt. 5 ans plus tard, en 1973, 3 chasseurs passèrent près de Portlock lorsqu'une tempête les a contraints à se réfugier dans la ville abandonnée. Ils n'ont pas pu dormir toute la nuit parce que quelque chose n'arrêtait pas de tourner autour de leur camp. Cela continuait de grogner et de proférer des sons inintelligibles mais menaçants, et chaque chasseur a juré que la chose marchait sur 2 pieds. L'aspect de marcher sur 2 pieds est quelque chose que notre groupe de chasseurs a également évoqué. Ils traquaient un élan lorsqu'ils ont remarqué des empreintes ressemblant à celles d'un homme, qui mesurait plus de 18 pouces de long. Les chasseurs ont réalisé que la créature traquait aussi le même élan. Puis, ils sont tombés sur un endroit où l'herbe était aplatie. On aurait dit que quelque chose avait lutté avec l'élan et il était clair qui avait gagné.
Les traces de l'élan ne dépassaient pas l'herbe, tandis que les empreintes géantes ressemblant à celles d'un homme continuaient à monter dans les montagnes. Étant donné la taille d'un élan, il est clair que la créature à l'origine de ces empreintes n'était pas humaine. Un des récits les plus récents date de 1990, lorsqu'un ambulancier paramédical d'Anchorage a été appelé pour aider une personne incarcérée dans la prison d'Eagle River. Le détenu, qui avait subi une crise cardiaque, était un alutiique de 70 ans. Il était mou et silencieux. Alors le secouriste a essayé de le stimuler en lui racontant ses aventures. Le détenu est resté sans réaction jusqu'à ce que le secouriste mentionne qu'il était allé chasser dans les forêts aux alentours. Portlock. Le vieil homme se redressa brusquement et attrapa le médecin par la chemise. « L'avez-vous vu? Cela vous a-t-il dérangé ?» demanda-t-il alors que les gardes se précipitaient. « L'avez-vous vu? Cela vous a-t-il dérangé ?» répéta-t-il avec un air terrifié. Tandis que les gardes l'emmenaient, il continuait de demander sans cesse. « L'avez-vous vu? Cela vous a-t-il dérangé ?» Bien qu'elle constitue une histoire très captivante, le prédateur de Portlock n'est pas la seule explication du malheur de Portlock. En fait, il existe des explications alternatives pour chaque événement étrange dans cette ville maintenant abandonnée. Tous les corps partiellement déchiquetés que les Alutiiq attribuaient au Nantinak pourraient être le résultat d'attaques d'ours, et il est connu que les ours se tiennent sur leurs pattes. Les Alutiiq disaient que ce n'était pas quelque chose qu'un ours ferait, mais ce n'est que leur opinion. Il est possible qu'un ours soit plus féroce que ce que les Alutiiq estimaient. Les ours sont connus pour s'aventurer dans les villages en lisière de forêt la nuit et les jours de brouillard. Il est possible que les anciens Alutiiq aient inventé des histoires pour garder les enfants à l'intérieur durant ces moments. Les mêmes enfants ont grandi et nous ont raconté tout ce que nous savons sur ce qui est arrivé à Portlock. Quant à Camlock, dont la tête a été retrouvée enfoncée, cela pourrait être un accident de bûcheronnage. Il aurait pu se cogner la tête contre une branche d'arbre en faisant de la luge, mais il n'était pas près d'une branche ensanglantée, ni même de sa propre luge. Peut-être a-t-il eu une crise. Parfois, les gens peuvent se cogner la tête et commencer à marcher à cause d'une crise. Cela les fait avancer de plusieurs pieds sans être conscients. Un cas très public de cela fut lorsque le joueur de football saoudien, Abdulrahman El-Chouaibi, a reçu un coup de pied dans le cou et a eu une crise qui l'a fait immédiatement se lever et commencer à bouger. Ce n'est qu'après qu'il eut continué à tomber et à se relever que les autres ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Chouaibi a survécu, mais Camlock n'a pas survécu. Mais qu'en est-il de ces chiens? Ils ont été déchiquetés, et cela ne pouvait pas être un accident. L'explication ici est, encore une fois, les ours. Une attaque d'ours pourrait expliquer pourquoi les chiens ont été déchiquetés, mais le corps de Camlock était en grande partie intact, parce qu'il était mort, et les ours s'attaquent généralement à des proies vivantes. La combinaison d'un coup accidentel à la tête, suivi d'une crise et d'une attaque d'ours, expliquerait ce qui est arrivé à Camlock et à ses chiens. Cela nécessiterait cependant beaucoup de coïncidences. Quant aux 15 à 30 personnes qui ont disparu à Portlock, cela pourrait être attribué aux professions dangereuses qu'elles exerçaient. Elles étaient soit des pêcheurs naviguant dans des eaux glaciales, soit des chasseurs et des bûcherons s'aventurant dans une forêt habitée par 2 espèces d'ours. Leurs corps retrouvés en morceaux pourraient également être attribués aux ours. Certes, les habitants disaient qu'un ours ne pourrait jamais faire cela, mais peut-être n'avaient-ils jamais vraiment vu de quoi un ours était capable. Faire. Dans les années 1950, le mythe de Nantinak avait échappé aux limites de la communauté Alutiiq et s'était répandu dans toute l'Alaska. Donc, chaque récit de traque par des créatures bipèdes depuis lors peut être attribué à des hallucinations volontaires et à des histoires inventées. Cette explication fonctionne si vous voulez vraiment y croire. Mais vous devez ignorer beaucoup de choses, comme le moment où les Alutiiq ont trouvé des dizaines d'arbres complètement déracinés et plantés à l'envers dans le sol. Vous pourriez attribuer cela à un ouragan étrange. Ce sont les critiques qui le disent, et vous pouvez voir que d'une certaine manière, c'est vrai. Mais c'est là que les choses commencent à devenir incertaines, et c'est aussi mon opinion personnelle. Il y a près de 140 000 ours en Alaska, et beaucoup habitent les forêts près des villes et villages. Jamais un ours n'a été une menace assez grande pour faire disparaître une communauté du jour au lendemain. Alors, comment l'exode des Alutiiq de Portlock peut-il être attribué à une bande d'ours? Tuer un ours qui met en danger votre vie ou vos biens est légal en Alaska. Alors pourquoi les Alutiiq n'ont-ils pas formé une partie de chasse pour se débarrasser de l'ours au lieu de tout abandonner? Ce serait certainement plus pratique de le faire. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Une Alutiiq nommée Sally Ash s'est manifestée et a dit qu'il n'y avait pas eu de meurtre et qu'il n'y avait rien à voir à Portlock. Mais plus elle essayait de minimiser ce qui s'était passé, plus on avait l'impression qu'elle essayait de cacher quelque chose.
Ils ont déménagé à cause de l'économie, des écoles et de l'Église, a déclaré Ash à un journaliste. Cela correspond à la chronologie du développement régional. Il y avait effectivement de meilleures opportunités à Nanwalek et Seldovia, où les Alutiiq ont déménagé. L'explication de Ash aurait été acceptée par tout le monde si ce n'avait été pour sa cousine, Melania Kell. Kell fut la première à révéler l'histoire du Nantinaq à la presse lors d'une interview accordée au Homer Tribune en 2009. Kell a expliqué à l'intervieweur que son peuple avait quitté la ville parce que le Nantinaq tuait des gens. Sally Ash était la traductrice de Kell lors de cet entretien, et bien qu'elle ait aidé à communiquer l'histoire de Kell au public, elle ne la soutient pas elle-même. 12 ans après l'interview originale de Kell, Sally Ash a dit aux journalistes qu'il n'y avait en réalité pas eu de meurtre, mais elle n'a pas nié l'existence du Nantinaq. Les gens voyaient Nantinaq, expliqua Ash, mais ce n'était pas la raison pour laquelle les gens ont déménagé ainsi à Seldovia et Nanwalek. Cette explication crée plus de questions qu'elle n'en résout. Si Sally Ash a raison et que le Nantinaq est juste un reclus inoffensif, pourquoi ses ancêtres avaient-ils des règles si strictes contre le fait de sortir, surtout quand il y avait du brouillard? Pourquoi Ash elle-même admet-elle que lorsqu'ils traversent cette zone, même aujourd'hui, ils prennent soin de ne pas faire de vagues et d'être bruyants? Si la créature n'a jamais fait de mal à personne, comment les Alutiiq ont-ils appris à garder leur distance? Et si ce n'était pas un ours? Et si c'était un géant comme ceux trouvés aux îles Salomon? Voici une vidéo que nous avons faite sur les géants des îles Salomon, et je ne peux m'empêcher de voir les similitudes dans les caractéristiques entre les deux créatures. Les créatures de Portlock pourraient-elles être les mêmes que celles des îles Salomon? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela signifie vraiment?